Bonjour. Alors j'attends que vous soyez assis. Vous allez, comme ça, vous allez souffler. Nos trois journalistes viennent de faire un éduc-tour en Corrèze. Ils ont visité Collonges, Turenne. Ils sont allés manger à Collonges dans un super restaurant. Voilà. Donc ils connaissent parfaitement maintenant la Corrèze et c'est déjà bien. Donc, vous pourrez aussi leur poser des questions sur la Corrèze si vous voulez, au-delà des films. Tout compte dans la vie. Il n'y a pas les films d'un côté et l'endroit où on vit de l'autre. Tout est ensemble. Alors on est ravis d'accueillir le jury du syndicat français de la critique de cinéma pour la première fois à Brive. Vous allez nous en dire peut-être un mot, mais enfin, en tout cas, le syndicat français de la critique de cinéma fait de façon, dans certains festivals, un jury critique qui remet un prix et qui débat en public. Et on trouvait cette formule très intéressante. Ça va, tu as peut-être un radiateur dans le dos? Non, ça va aller. Donc ils vont se présenter et puis après ils vont débattre devant vous des films qu'ils ont vus. Ils vont choisir en direct devant vous, nous on n'a pas d'infos, le film qu'ils vont choisir là, ensemble. J'espère qu'ils vont réussir à se mettre d'accord. Et puis je pense que vous aurez le temps de faire un petit échange si vous avez des questions et s'il y a ici dans la salle de futurs critiques de cinéma peut-être qui sont intéressés par votre métier au-delà de ça. Voilà, bon exercice pour la première fois à Brive et on souhaite que ça recommence et que ça continue l'année prochaine. Et je te rends le micro. Je ne sais pas qui veut commencer, vous allez vous présenter peut-être. Bonjour, ok là c'est bon. Donc moi je suis Anaïs Bordage, je suis critique freelance. Voilà, c'est juste critique, ça veut dire freelance. Mais je travaille beaucoup avec Slate. Voilà. C'est mieux d'être freelance sur les critiques. Oui, et puis on n'a pas trop le choix souvent. Plus un, Leïla Amar. Je suis critique avec notamment Getty News et des médias étrangers comme The Independent. Et freelance aussi, et c'est très bien. Et moi, Ludovic Béot, critique cinéma aux Inrocks. Et pas freelance, ouais. Ça existe. Ouais. Précaire, mais bravo. pas... On est tous précaires. Bon, mais je vous laisse, moi je vous dis, allez-y, le champ est à vous. Merci beaucoup déjà d'être venu. On sait qu'il y a d'autres choses qui sont programmées dans le festival, mais on est vraiment ravis de pouvoir parler avec vous des films qu'on a vus et aussi de notre processus. C'est le principe de la délibération en public. Parfois ça peut sembler un peu obscur, la manière dont on récompense des films ou pourquoi on les a aimés. Donc là, on n'a pas tous forcément les mêmes goûts, les mêmes chouchous. Mais ça devrait aller, on va essayer de pas trop se taper. On a vu 22 films, c'est beaucoup, et comme on n'a qu'une heure, on ne peut pas parler de tous les films qu'on a vus, donc on a choisi plutôt de se concentrer sur une dizaine de films qui nous ont beaucoup fait parler, beaucoup fait réfléchir pendant le festival, et qu'on avait vraiment tous beaucoup aimé, avec évidemment chacun nos petites divergences. Et vous verrez au fil de la conversation aussi, un gros débat, c'était quels sont nos critères pour juger les films, parce qu'il y en a plein. Donc voilà, tout le monde pourra un peu exposer ses critères les plus importants. Déjà, ce qu'on voulait saluer, c'est que c'était une sélection de qualité dans laquelle il y avait de la fiction et du documentaire. Et il y a notamment quelques documentaires qui ont retenu notre attention. Je crois que Ludovic, tu voulais peut-être commencer par parler de Pétard. Complètement. Je vais commencer par ça. Pétard de Anastasia Pavlovich Kounovic. Désolé si je le prononce mal. Qui est effectivement un des commentaires, je trouve, assez intéressant parce que extrêmement simple dans son dispositif et dans son sujet en apparence, et pour autant extrêmement profond, extrêmement émouvant. C'est un film de retrouvailles entre une mère et son fils qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Et le film arrive à capter vraiment ces scènes du quotidien, toujours avec une grande pudeur quand même, je trouve. Et ça peut paraître un film simple, mais je pense vraiment pas, qui aussi se met en scène dans la manière de filmer. Il y a une scène où voilà, on voit le dispositif d'un tournage avec vraiment une perche, on voit ce qu'elle est en train de filmer, et elle se met en scène, je trouve, avec pareil beaucoup de pudeur. Elle, la cinéaste, qui est du coup la cousine du personnage en question.
Voilà, film que je trouve très beau dans sa simplicité. Fausse simplicité par ailleurs. Voilà. Leïla, tu avais quelque chose à dire sur Pétard aussi Oui, alors en plus moi je me souviens que tu avais parlé dans Pétard, tu disais qu'il y avait du cinéma à chaque plan, c'est une phrase qui m'était restée. Pour moi ça a un peu moins bien fonctionné, je suis toujours un petit peu sensible aux films de famille, parce que je trouve qu'il y a toujours l'exercice le plus difficile dedans, c'est de savoir à quelle distance le narrateur, la narratrice doit se placer. Donc pour moi, c'est toujours un exercice plus compliqué quand on filme sa famille que quand on filme un sujet avec qui on n'a pas d'affect. Et c'est pourquoi, dans les documentaires, en tout cas de la sélection, il y en a un qui a retenu mon attention, c'est Getting Older is Wonderful, parce que le personnage... quand je vais au cinéma, j'ai envie vraiment de découvrir un personnage. Donc là, évidemment, je pense que la majorité du film repose sur les épaules de Kader Abdolah. Mais aussi, j'ai trouvé que ce documentaire était brillamment exécuté. C'était très bien monté, filmé. Il y avait de la réflexion dans chaque chose. Enfin, on voit que c'était quand même maîtrisé. Et ça m'a touchée parce que je trouve que c'est important aussi de savoir maîtriser son sujet quand ça ne va pas forcément dans tous les sens. Et celui-là m'a touchée. Et puis en plus, ça parle d'un sujet hyper important, je trouve, en ce moment où tout se radicalise. De parler de cette histoire-là de l'Iran, mais qui déborde un peu partout, c'était important. En fait, ce qui est très intéressant avec ce film, c'est qu'il tire plein de fils. Il nous emmène dans plein de directions. Il y a un aspect historique, il y a un aspect très contemporain avec la question de l'immigration, et en plus il a un point de vue très fort et il s'exprime extrêmement bien parce que c'est un auteur, donc en fait forcément on boit ses paroles, et il a aussi un certain talent de mise en scène de soi qui fonctionne très bien. Et moi j'aime bien en fait les films qui me donnent plein de pistes, où en fait il y a un sujet de départ mais ça me fait penser à plein d'autres choses. Et je crois qu'il y en a un autre qui nous a tous pas mal plu avec cette direction-là, c'était An Asian Ghost Story, pardon, pour mon merveilleux accent, qui était un documentaire, mais en fait, il y a un moment où on se pose un peu la question de est-ce que c'est un documentaire ou pas. Et là, pareil, moi ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que il y a un aspect surnaturel, mais ça parle aussi en fait de guerre froide, ça parle de l'industrie de fabrication des perruques, de la classe ouvrière, ça parle de Hong Kong et de l'histoire de Hong Kong. Ça parle des émeutes raciales aux États-Unis. Enfin, c'est hyper foisonnant. Et surtout sur des formats comme ça, on a vu plein de films, on en voyait 6 par jour, c'est des moyens métrages, donc on emmagasine en fait énormément. Et donc pour moi, les films qui me restent et qui me font penser à plein d'autres choses, c'est un critère hyper important. Et je crois que tu as beaucoup aimé aussi Asian Ghost Story, que ça faisait même partie de tes préférés de toute la compétition. Bah, le film est fou quand même. Enfin, on comprend au bout d'un moment évidemment que tout ça est faux, et en même temps, je pense qu'il y a pas mal de choses qui doivent être vraies dans le film. Alors je suis pas suffisamment fort en histoire, mais on parle d'un embargo sur les cheveux, je me demande si c'est pas vrai. On a cherché et en fait, quand même. Je crois que je m'en fiche un peu en fait. Je crois que c'est vraiment un film de croyance. Je crois qu'on sait que le fantôme n'est pas vrai. Oui. Ça, a priori, c'est elle qui va faire. Je sais pas si vous l'avez vu. Ça, on sait, je pense. Mais encore, je sais pas. Non, moi, ce que je trouve, le film est hyper poétique parce qu'il fait même une généalogie du fantôme en racontant que Hong Kong, c'est une terre de passage entre le capitalisme, le communisme, entre l'Occident et l'Orient. Et qu'en fait, finalement, ce lieu de passage entre la mort et le vivant, ce serait Hong Kong. C'est hyper beau, je trouve, comme métaphore. Et c'est toujours quand même raconter un mythe, une légende, par quelque chose d'assez concret. Il y a vraiment des choses, on est dans des choses assez concrètes et très matérialistes, quoi, sur les cheveux, d'où ça vient, les cheveux c'est immortel, qu'en fait les cheveux seraient porteurs des âmes, des morts. Donc j'aime bien cette façon de traiter les mythes et l'invisible par des choses hyper matérialistes. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et en plus, il est drôle. Ouais, complètement, ouais. Il est drôle, il est beau aussi, c'est vraiment un très beau film, enfin, c'est un plaisir visuel. Et je crois qu'il y a un moment dans la semaine où tu parlais des objets aussi et de l'apprentissage qu'on fait nous en tant que spectateurs quand on regarde un film. Et dans ce film-là en particulier, la confection des perruques, c'est assez fascinant, c'est très tactile à l'écran. Et c'était un peu comme la scène de la fabrication des œufs dans Pétard. On a tous beaucoup retenu cette scène parce que en fait on apprend des choses, on apprend à cuisiner, on apprend à faire des perruques et c'est filmé
d'une très belle manière, parce qu'on est vraiment près des mouvements. Et donc, ouais, moi je crois que ça restera parmi les scènes les plus mémorables de la compétition. Après, pour revenir sur les personnages dont tu parlais, là, le fantôme dans Asian Ghost Story est un beau personnage, et c'est très fort d'arriver à faire du documentaire avec des personnages qui pourraient totalement être des personnages de fiction. Et moi j'ai un petit chouchou. Pour le coup, on va passer à la fiction. Je sais qu'on n'était pas tous 100% d'accord sur ce film, mais j'ai un peu craqué pour Foutu Cormoran d'Inès Clivio. Ouais. T'es très transparent, totalement. Pour ces personnages, j'ai vraiment adoré l'écriture des personnages de ce film. Donc il y en a juste deux. C'est deux personnages qui ont l'air un peu paumés dans leur vie, et notamment leur vie romantique. Et donc on découvre d'abord cette jeune femme qui est assez antipathique en fait. Enfin, elle est un peu agaçante, et en même temps elle fait des choses qu'on a sans doute tous fait, d'espérer un texto de quelqu'un voilà, dont on vient de se séparer ou avec qui on vient de se disputer. Et elle rencontre quelqu'un qui lui aussi est un peu largué avec sa copine actuelle. Et ils vont arriver à surmonter en fait leurs histoires de cœur brisé, juste en étant en la présence l'un de l'autre, mais sans qu'il y ait forcément quelque chose de romantique qui se développe entre les deux, puisque elle, on comprend assez vite qu'elle est queer, donc soit lesbienne, soit bi. Lui, il est en couple avec une femme, et donc il y a eu un petit peu de tension entre eux, mais c'est pas trop ça le propos du film. Et moi, ce que j'adore, c'est une scène où ils sont dans une crêperie. Et elle lui dit il faut absolument qu'on laisse un mot à ce restaurant parce que c'est la meilleure crêpe que j'ai mangée de toute ma vie. Et après elle dit j'en avais jamais mangé avant, c'est la première crêpe que je mange, mais c'est la meilleure, c'est sûr. Et je trouve que ça dit tellement de choses du personnage, juste ce petit geste, où on comprend aussi que peut-être dans ses choix romantiques elle a tendance à s'emballer très vite pour peut-être la première personne qu'elle va croiser, de la même manière qu'elle s'emballe beaucoup avec la crêpe. Et donc je trouve que c'est quand même un certain talent d'écriture de faire un film assez court et très plaisant. C'est assez marrant, c'est romantique, c'est léger. Mais au milieu de tout ça, d'avoir des personnages qui sont hyper définis par l'écriture, pas par de l'exposition un peu lourde. Lui aussi, on découvre qu'il coud son nom lui-même sur ses pulls. Et donc on comprend assez vite qu'il est un peu ringard aussi, juste avec ce truc, qu'il est un peu timide. Et en même temps, ça nous dit aussi un peu sur le fait qu'il est en recherche de sa propre identité. Enfin, je trouve que derrière l'apparence d'un film purement plaisir, léger, en fait, c'est quand même très maîtrisé sur l'écriture. Moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, vraiment l'importance des personnages, parce qu'on peut parfois passer 1h30, parfois même 2, devant un film où on a toujours la sensation de ne pas savoir à qui on a affaire, de ne pas être entré en profondeur. Et c'est vrai que cet exercice-là, quand tu fais du court ou du moyen, c'est quand même compliqué de rentrer dans la psychologie d'un personnage en si peu de temps, quand il n'est pas seul. Et moi, j'ai un peu aussi ce petit coup de cœur sur Foutu Cormoran, parce que j'aime bien les histoires de misfits. Voilà, ces gens qui, a priori, n'ont rien à voir, ils viennent de deux mondes différents, rien ne les destine à se rencontrer. Et je trouve qu'une fois de plus, pour revenir à la situation du monde actuel, le décloisonnement est important. Et pour moi, ça dit une histoire de gens qui osent un peu se lâcher, accepter. L'acceptation, c'est quand même la voie du bonheur, je trouve. Et le fait de se lâcher, d'accepter les choses qui arrivent avec le téléphone qui part, le chien qui part. Bon, ok, c'est peut-être très écrit, mais je trouve que voilà, quelque chose de très touchant quand on voit deux personnes comme ça qui arrivent à se lier, d'amitié ou d'autre chose, et que c'est possible. Moi, ça m'a beaucoup touchée à ce niveau-là. Après voilà, clairement vous aurez compris qu'il n'y avait pas unanimité à 100% sur ce film, mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait pourtant on se rejoint pas mal, on parle de cinéma depuis qu'on s'est rencontrés, on se rejoint sur plein de choses, mais parfois c'est juste un ressenti hyper personnel, et ça on n'arrivera jamais à l'expliquer en fait. C'est-à-dire qu'on peut voir des films dont on reconnaît toutes les qualités esthétiques, techniques, et quand même dire honnêtement c'était pas mon préféré de la journée. Et donc c'est ça qui a fait qu'on a dû en mettre de côté beaucoup dans la liste et départager assez vite pour se focaliser sur nos préférés à tous, parce que voilà, parfois on a beau aimer plein de choses dans un film, on ne le retient pas, et surtout quand on les enchaîne
comme ça dans la journée, ça fait le tri déjà un petit peu pour nous. Mais je trouve que vraiment cette thématique des personnages, en fait, elle a été hyper cruciale. C'est pas forcément le cas pour tous les jurys ou tous les festivals. Mais là, il y a eu un film aussi, je pense, qui nous a énormément marqué et qui est porté par principalement un personnage et un acteur, c'est Reset, qui était quand même, je pense, une des propositions les plus fortes de la compétition. Et Ludovic, je crois que toi, tu as vraiment beaucoup aimé ce film. Ouais, j'adore le film. Je rebondis sur ce que tu dis là, je trouve ça hyper intéressant sur le personnage où tu dis, il me semble que tu aimes bien connaître à la fin du film le personnage. Et moi, je nuancerais là-dessus. Je crois que j'aime bien pas savoir exactement avec qui à la fin du film. J'ai plus parfois de réponses que de questions. De questions que de réponses. Et ce film en fait partie. C'est-à-dire que peut-être moi, ce qui me gênait justement dans le film précédent dont on a parlé, c'est que je vois trop la sur-stéréotype, enfin sur-caractérisation des personnages et qu'au bout d'un moment, en fait, je les connais par cœur. Et je prédis presque même ce qu'ils vont faire. Reset, c'est un film quand même complexe. Je vais juste redire le nom de Souleymane Chelfout, il me semble. Chelfout, je sais pas si je prononce le final. Film sur le complotisme. Qu'est-ce que c'est se raconter une fiction? Qu'est-ce que c'est s'écarter des autres parce qu'on raconte des histoires que seul... Enfin, il a une communauté qui le suit sur les réseaux sociaux et qui ont l'air... qu'on voit déjà jamais, enfin on voit des noms comme ça, mais on ne sait pas vraiment s'il est hyper connu, s'il a 1000 fans ou 2 en fait. Mais qu'est-ce que c'est de s'enfermer de ses proches, de sa sœur et de son filleul. Et en même temps, moi ce que je trouve très très beau dans la fin, c'est qu'en fait c'est quand même un film qui pour le coup qui joue vachement par contraste. Et notamment la fin que je trouve magnifique, pas du tout dans le jugement, pas du tout moraliste, en fait, avec une scène d'enfant que je trouve hyper belle, où en fait, que finalement cet homme, sans aucun jugement moral, même s'il dit peut-être que des bêtises et des bêtises quand même assez dangereuses, c'est un enfant. Un enfant, qu'est-ce que ça fait? Ça se raconte des histoires. Et du coup, il le fait très bien avec les enfants. Il se fait passer pour un méchant, et ça, il le fait très bien. Et je trouve que là, d'un coup, le film prend du recul, aucun jugement, et enfin, un truc de poésie pure que je trouve hyper beau sur ce personnage-là. Ouais, moi j'étais un petit peu moins convaincue par la fin, mais je pense que ce qui est très fort avec ce film et très risqué, c'est qu'il parle d'un sujet qui est très proche de nous, puisque c'est situé pendant les différents confinements à Paris et pendant toute la crise du Covid. Et donc ça vient réveiller quelque chose, je pense, de très viscéral, parce que... je ne veux pas dire qu'on a tous eu des complotistes dans sa famille, mais moi personnellement j'en ai eu. J'ai eu des conversations très pénibles en fait avec des gens qui ont un petit peu vrillé parce que cette période anxiogène a suscité beaucoup de choses. N'hésitez pas à intervenir si vous voulez nous contredire. Mais ouais, moi ça m'a pas mal secoué quand même de voir ce film-là, et en même temps je pense que c'est aussi pour ça que quand il y a quelque chose qui passe pas, je me demande si c'est parce que c'est trop proche de moi et que du coup je voulais voir autre chose dans le film, et c'est un peu injuste de juger un film comme ça aussi, mais je crois que moi la fin je la trouvais trop lumineuse par rapport au ressenti du film, que je trouvais assez sombre mais du coup très impactant, et puis il y a eu 2-3 moments que je trouvais un peu écrits aussi. Mais je dois reconnaître que vraiment le film est super fort et que l'acteur principal est vraiment remarquable. Et sur un sujet aussi casse-gueule, très contemporain, très proche de nous, je trouve que le film parvient à trouver quand même un équilibre plutôt réussi. Toi, tu avais pas mal aimé Reset aussi. J'ai bien aimé parce que déjà, c'est pas un sujet évident. Le sujet du Covid, des vaccins, ça a clivé le monde entier. Je veux dire, il y a des gens qui ne se sont plus adressés la parole après ça, et d'oser traiter ce sujet-là. En plus, la façon dont c'est fait, avec... au début, tu disais, Ludo, que tu hésitais à savoir si c'était un docu ou une fiction. Ouais, donc ça, je trouve que c'est... En fait, j'aime, ou c'est une réelle, c'est ça? Non, c'est un cinéaste. C'est un cinéaste, ok. Désolée, j'ai plus le nom en tête, mais c'est un film qui nous met tantôt sur la jambe gauche, tantôt sur la jambe droite, on ne sait pas trop, et dans le personnage, et avec le procédé filmique utilisé. J'aime bien, ça mélange beaucoup de choses, et finalement, on ne sait pas trop... on dit, ah, mais là, quand même, il dit des choses
pas totalement idiote, mais là quand même. Et ce que j'aime, c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution du film, du personnage, on se rend compte qu'il y a toujours plus que nous. Et finalement, qui a raison, qui a tort, c'est pas trop le sujet, mais c'est de se rendre compte de la diversité des choses. Et finalement, on reste tous assez humains et touchants. Moi, j'ai beaucoup aimé cette fin aussi lumineuse de se dire, bon ben, ok, peut-être que parfois il dépasse les bornes, mais enfin, moi, je l'ai trouvé très attachant. Et j'ai trouvé que mélanger ces styles, c'était vraiment pas évident. Et de s'attaquer, et il y a des phrases aussi dans le film qui sont des phrases un peu choc, sur lesquelles la salle a réagi. Et je trouve ça bien d'assumer ça. C'est pas évident. Donc moi, je voulais saluer ça en tout cas. En fait, ouais, vas-y. Et effectivement, pour rebondir un peu, il y a quand même un truc hyper intéressant et pareil, qui n'est pas du tout moralisateur, de dire que finalement, être complotiste, c'est quand même assez séduisant. Enfin, il y a quand même quelque chose de trouver des signes comme ça. Il y a un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voit 2020, 06, 06, on dit 2020, évidemment, 666, le diable. C'est quand même assez séduisant, c'est donner des réponses à des choses qu'on ne saura jamais, et ça, c'est toujours quand même rassurant. Évidemment, c'est une impasse, mais c'est rassurant. Et effectivement, cette scène quand même assez drôle, où finalement le complotiste rencontre pire que lui, et il tombe face à un mec qui lui dit toi par contre je sens vraiment que tu m'as compris, et on voit le personnage qui est genre j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout réceptif, et il y a toujours plus complotiste que soi. On a tous peut-être un jour été complotistes, on le sera peut-être tous un jour, donc il y a toujours, c'est quand même un rapport à la vérité. Et aussi, je pense que le film dit aussi qu'il faut quand même être critique par rapport à... faut pas tout avaler non plus. Quand on voit les choses du Covid, on se dit mais comment on a pu laisser passer ça. Le film n'est pas non plus dans un truc de soumission et de croyance absolue en un gouvernement ou les gens qui nous dirigent. Donc ça, quand même, il fallait articuler ça dans le film, et il le fait avec beaucoup de finesse, je trouve. Vous arrivez presque à me convaincre. Mais on a encore beaucoup de films dont on doit parler, mais ouais, je suis complètement d'accord, et j'allais dire, comme toi, que la représentation du pouvoir de séduction, du complotisme, est hyper bien mise en scène. Et ça, c'est très dur, parce que justement, on peut aller très vite dans la caricature et rejeter les complotistes en disant que c'est tous des abrutis. Et en fait, on arrive à entrer dans la tête de ce personnage et à comprendre pourquoi ça lui fait vraiment du bien de se rassurer avec ces histoires, comme tu dis, cette narration qui s'invente, parce que c'est plus facile dans le contexte dans lequel il est. Moi, je voulais en savoir un peu plus aussi sur ce personnage en dehors de sa vie complotiste, mais bon. Il y a eu pas mal de personnages assez déplaisant ou crispant, je trouve, dans cette compétition. Et c'est toujours un gros challenge d'écriture, je pense, de trouver le bon équilibre là-dessus. Et il y a un film sur lequel on était un peu partagé aussi, mais que moi je garde en mémoire, c'est Nos loyautés. Alors j'ai oublié le nom du cinéaste, Alexia Portal. Qui est donc un film qui parle d'abus, d'inceste, et c'est un sujet qui est extrêmement présent dans la fiction et dans les médias depuis quelques années, et il y a une grosse libération de la parole, et donc un film qui arrive là comme ça sur ce sujet, forcément on a plein de références qui arrivent tout de suite en tête. Et ce que je trouve très fort avec ce film-là, c'est que il arrive quand même à me surprendre de plein de manières. L'histoire, en fait, je la connais. Les mécanismes à l'œuvre, je les connais. Mais en fait, il y a une solidarité qui se crée entre les enfants que j'ai trouvé vraiment bouleversante. Et plus le film progresse, en fait, plus on réalise la violence de ce qu'on vient de voir. Alors qu'il n'y a rien de trop violent, de trop graphique qui est montré. Mais c'est extrêmement dur quand même, rien que par la suggestion, de comprendre ce qui se joue. Et donc on est quand même dans le point de vue de la fille de l'agresseur, qui n'est pas la victime, mais qui réalise que son père est un agresseur, et qui s'en prend depuis longtemps donc à ses amis. Et donc ce qui se joue dans le film, c'est plus le basculement de son opinion à elle sur son propre père, sur la personne qui est censée la protéger. Et il y a une scène, moi, qui m'a vraiment bouleversée, c'est quand elle est en train de danser justement avec cet ado, et qu'elle regarde son père un peu avec un air de défiance et de colère, et qu'elle enlace l'ado comme si maintenant c'était à elle de le protéger lui. J'ai trouvé ça très beau, et il y a un autre moment où ils sont tous alignés, là où ils regardent les adultes, où ils sont pleins de rage en fait, face à ces gens qui sont censés les protéger et qui le font pas. Et donc, pas n'importe qui, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être parler, et sur qui ils tombent, des gendarmes. Des gendarmes qui boivent un coup, voilà, avec le père, avec les parents.
Et donc en fait, on pourrait penser que c'est un récit qu'on a déjà beaucoup vu ces derniers temps. Mais en fait, je suis pas si sûre que ça. Et moi, c'est ça qui m'a plu. C'est qu'en fait, plus j'y pensais, plus je me disais que ce film, je le trouvais réparateur. Parce qu'il nous montre justement des enfants qui se mettent en colère, qui arrivent à parler ou à faire ce qu'ils arrivent à faire. C'est pas grand chose, mais c'est réveiller sa copine en plein milieu de la nuit pour dire va voir, il se passe quelque chose. Et ça, je crois que ça t'a beaucoup touché aussi, la manière dont les enfants s'emparent de ce qui est en train de se passer. Oui, parce que sur les films d'inceste, c'est très souvent, on voit souvent des victimes. Et là, évidemment, qui sont victimes de ce qui se passe avec cet adulte, mais on n'a pas cette sensation de on va voir l'histoire d'une victime. Là, pour une fois, on voit des enfants, même s'ils ne parlent pas aux adultes, mais qui parlent entre eux déjà, ce qui est assez rare. En général, les films d'inceste, c'est accolé au silence. Et là, quand elle se rend compte de ce qui s'est passé, donc elle réveille sa copine, qui dit ensuite à son frère « Est-ce que ça va ?» Et juste cette phrase, elle n'est pas habituelle dans les histoires d'inceste comme ça au sein de famille. Il n'y a pas de « Est-ce que ça va ?» à l'instant T où on voit les choses. D'ailleurs, elle le dit même avant dans le film. Elle voit son père dans la salle de bain, elle voit des regards bizarres. Elle lui dit « Pourquoi tu réponds pas si tu es là ?» Elle a déjà compris depuis un moment. Et donc j'aime bien que cette fille soit vocale à propos de ça. Elle fait pas semblant, elle n'est pas dans le déni. Et quand elle se réveille, elle fait la grasse mat, les grands frères et sœurs sont en train de discuter entre eux. Elle se joint au groupe. Il y a une discussion. On sait qu'il y a une discussion à propos de ce qui se passe. Et ce qui, comme tu disais, c'était intéressant de voir ça parce que c'est réparateur. Et pour en revenir aux critères dont on a discuté entre nous, comment est-ce qu'on juge, j'aime pas du tout ce mot, mais comment est-ce qu'on évalue ce qu'un film vaut pour nous, pour moi, il y a la notion d'impact sur ce que, quand on sort de la salle de cinéma, est-ce qu'on va être changé, nous, personnellement, dans nos perceptions du monde, est-ce que ça va avoir suscité des émotions fortes en nous, et est-ce qu'on va pouvoir voir les choses différemment. Et ce film, je trouve, donc un des critères, c'est l'impact du film qu'on voit. Pour moi, c'est un film à impact parce que si des jeunes vont voir ce film, je pense qu'il y a un élément de l'ordre du possible de se dire peut-être que je ne pourrais pas en parler à mon papa ou aux gendarmes, mais en tout cas entre nous, on peut se dire les choses. Et d'ailleurs, tu disais qu'elle n'était pas victime, mais elle est victime. Elle est, évidemment. Au final, quand la scène de fin, pour moi, m'a bouleversée, où elle va pour enlever son bracelet. Et là, en plus, il y a un personnage très fort, et que des personnages forts, en plus de l'impact. Et je trouve aussi qu'elle filme très bien ces scènes de vie, de famille, et elle suggère très bien les choses. Un excellent casting aussi, vraiment de A à Z. Ludovic, quelque chose à ajouter sur... Non, c'était juste que effectivement, je vois, je suis d'accord avec ce que vous voulez dire. C'est juste que je trouve ça presque trop de la pédagogie, en fait. C'est-à-dire et moi, je m'interroge sur la facilité du processus de parole. C'est là-dessus où moi, à la fois, je trouve le film très très bien fait, mais je m'interroge sur est-ce que c'est si simple, toute la trajectoire qui est accomplie dans le film. Est-ce que là, elle n'est pas un peu une version simplifiée de ça? Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais c'est ce que j'ai un peu ressenti. Je me suis dit... Alors, du coup, par contre, ça donne beaucoup d'espoir à ceux qui le voient. Il y a une mise à distance, c'est dans les années 90. Il y a une partie de moi qui me dit dans les années 90, c'était encore pire que maintenant. Est-ce que ces structures-là, elles n'étaient pas totalement encore plus imbougeables, quoi. Voilà. Mais je trouve par ailleurs le film vraiment bien fait. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, je trouve ça bien joué, je trouve ça en termes de photographie, tout est très bien. Mais je m'interroge là-dessus. Voilà. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit la même chose et on voit les mêmes qualités dans le film. Mais nous, avec Leïla, justement, cette facilité, même si ça n'a pas l'air d'être hyper fun, mais la facilité qu'ont les enfants à agir, plutôt que d'être dans une impuissance totale, comme on pourrait s'y attendre dans ce genre de récit, nous, ça nous a fait du bien. Et donc, on pensait moins à la notion de réalisme et plus à, justement, au rôle que le cinéma peut avoir d'adoucir un petit peu certaines choses. Et justement, c'est un sujet qui est déjà tellement dur. Que moi, ça m'a vraiment fait du bien, justement, d'être quand même bouleversée par ce que je vois à l'écran, mais en même temps de voir des personnages qui sont actifs et pas totalement passifs face à ce qui est en train de se produire. Et pour en revenir, je ramène toujours les choses à ce qui se passe dans nos vies et dans le monde actuel.
c'est quand même un sujet sur lequel la France s'est fait épingler par l'Europe, parce qu'il y a trop de cas d'inceste en France qui sont non résolus, et quand on voit qu'on remercie le juge Durand, malgré le travail incroyable qu'il fait avec son équipe, on se pose des questions. Et donc, pour moi, de voir des enfants qui reprennent, entre guillemets, le pouvoir, je me dis, voilà un chemin, c'est nécessaire que quelque chose se passe. Donc, si le cinéma peut avoir ce pouvoir-là, et c'est quand même le travail du cinéma, c'est d'avoir un impact sur la société, alors tant mieux. Complètement. Alors, petit point organisation, on va lentement se diriger vers les 3 films dont on a le plus parlé ensemble et sur lesquels on a le plus hésité. Mais avant d'arriver à cette sorte de podium, pas vraiment parce qu'on ne veut pas que ce soit aussi schématique, mais voilà, il y en a quand même un autre qu'on voulait mentionner, qui est Brick, de Thomas Salvador. Est-ce que tu veux nous en parler, Ludovic? Parce que je crois que toi, c'était peut-être même ton préféré de la sélection, c'est ça? Ou un de tes chouchous, en tout cas. Peut-être que si j'ai écouté mon cœur, peut-être que j'y serais allé. Mais il y a d'autres choses. Non, mais c'est important. Il y a d'autres choses à prendre en considération. Thomas Salvador, c'est un cinéaste qu'on connaît, qui a fait 2 longs métrages. Vincent n'a pas d'écaille, La Montagne. Et moi, c'est un cinéaste qui me passionne pour ce qu'il raconte du rapport entre l'homme et la nature, qui est autant un rapport d'alchimie, on fait corps avec la nature, en même temps d'énormes combats, de rencontres comme ça qui se percutent. Et là, je trouve qu'il le raconte de manière hyper belle dans ce film qui s'appelle Brick, qui raconte l'histoire d'un homme qui d'un coup est frappé par un phénomène très étrange, puisqu'il se retrouve enfermé dans un rectangle invisible qui lui fait revenir, dès qu'il passe les limites de ce cadre, revient au point de départ. Et comment il le met en scène, donc cette idée-là de rapport à la nature, enfin, en tout cas de conflit avec la nature, par une idée primitive du cinéma, c'est le raccord de montage. Je suis là et je reviens au début, c'est un raccord. Et je trouve qu'il est hyper fort là-dessus, il avait fait pareil dans La Montagne, enfin, je trouve qu'il est toujours revenir à la primitivité des effets du cinéma pour raconter des choses fantastiques, dans le premier sens du terme. Et je le trouve d'une économie, d'une intelligence, d'une poésie là-dessus. Je trouve qu'aussi dans son mode de fabrication, si j'ai bien compris, c'est un film qui a été fait sur 10 ans, un peu bricolé, et qui bouge énormément. C'est un film international, quoi. Il est au Sénégal, il revient. Et je trouve que d'arriver à une telle ampleur avec une économie de moyens, enfin, autant esthétiquement qu'en termes de logistique, quoi. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il il a voyagé, je pense, pour des raisons autres, peut-être, enfin, c'est comme ça que je le vois, et qu'en fait il s'est dit, bon, je vais prendre la caméra, et en fait je vais aller au Sénégal, et ça va créer d'un coup un truc d'ampleur romanesque énorme. Et j'admire cette façon de faire du cinéma sur le temps long, bricolé, et qu'en même temps qui a une ambition énorme. En termes d'ambition, c'est un des films pour moi les ambitieux de la sélection, mais qu'en même temps qui a ramené un truc de simplicité dans le dispositif. Et moi, je trouve ça admirable, ce genre de méthode-là, et c'est ultra politique, en fait, la manière dont il fait du cinéma. Tout le monde peut faire, en fait, on dit que le cinéma de genre en France, un peu moins maintenant, qu'il est sous-représenté, en fait, le cinéma de genre, il est faisable avec n'importe quel artifice, il faut juste y croire. Et lui, il y croit tellement, moi, je plonge totalement dans cet artifice-là. Peut-être pas tout le monde, mais je trouve qu'il y croit tellement, lui, on y croit, on se dit qu'effectivement, c'est un mec qui est enfermé dans ce rectangle et qui va toujours revenir au point de départ. Donc voilà, ça me touche beaucoup. Ouais, c'est politique, mais c'est un vrai plaisir aussi. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une expérience de visionnage extrêmement plaisante parce que c'est un film ludique. Où tu parlais justement du côté un peu primitif du cinéma, de ces effets de gag en fait par le montage qui sont très plaisants. Et en même temps, moi c'est marrant, j'ai pas vu le rapport à la nature qu'effectivement je retrouve dans ces autres films. Mais là, moi, je suis partie plus dans une interprétation philosophique et je trouve que c'est toujours cool justement quand des films permettent ça. Donc ça m'a fait penser au mythe de Sisyphe en fait, et Sisyphe qui pousse son rocher, voilà, condamné à l'éternité à pousser un rocher pour rien. Et là, pareil, en fait, il revient à la case départ à chaque fois. Et moi, j'aime bien plus l'idée d'un personnage qui est tellement paumé qu'il a l'impression de stagner en fait, et là, il stagne de manière littérale. C'est-à-dire qu'il a beau essayer d'avancer, il n'y arrive pas. Je trouve ça à la fois très drôle et très profond. Et en plus, il l'interprète très bien. Et quand il est en conversation, je crois, avec son père, qu'il lui dit alors qu'est-ce que tu racontes, et on le sent mais complètement dépité, qui dit rien. On sent qu'il est déconnecté de lui-même en fait, aussi pas que de la nature, mais vraiment qu'il a peu de plaisir dans sa vie, qu'il ne sait pas trop où il va. Et donc là, c'est vraiment interprété de manière visuelle, assez comique. Et donc moi, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, c'est vrai que la question de la notoriété du cinéaste s'est posée. Et
et c'est toujours compliqué, en fait, dans les compétitions, de se demander si on doit prendre ça en considération ou pas. Mais évidemment, il n'y a pas que ça qu'on a pris en considération. Il fallait aussi vraiment qu'on soit tous très, très, très charmés par les films. Je crois que toi, tu étais un petit peu moins charmé par Brick. Donc, forcément, ça l'a éliminé, entre guillemets, plus naturellement. Mais moi, je rejoignais aussi pas mal ton coup de cœur. Et d'ailleurs, ce que tu mentionnes, ça fait aussi partie des critères qu'on garde en tête, c'est-à-dire les moyens utilisés pour faire du cinéma. C'est vrai que c'est un film qui a quasi 0 dotation et un autre qui est très suivi. C'est vrai que si quelqu'un avec peu de moyens, comme tu disais tout à l'heure, arrive à donner à voir une proposition intéressante, alors quel serait le résultat avec plus de dotation? Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un des critères sur lesquels on s'est basé. Moi, c'est vrai que l'effet répétition a eu moins d'effet sur moi, mais c'est vrai qu'un film comme ça, quand j'ai vu le nombre de personnes qui ont été à l'image, assis à ça, je me suis dit, il faut quand même saluer l'effort, parce que voilà, ça, c'est faire du cinéma, c'est difficile. Et quand on voit on arrive quand même à un festival, on a tout mis, sa sueur, son temps, ses amis, certainement. Enfin, bon, bref. Moi, ça me touche toujours beaucoup de voir qu'on va au bout des choses malgré les difficultés. Voilà, il faut saluer ça. Alors, je sais que le suspense est insoutenable. On a une petite vingtaine de minutes pour essayer d'arriver à prendre une décision. Comme vous le voyez, on se rejoint pas mal, mais on n'est pas toujours d'accord sur tout. Il y a 3 films dont on veut parler, et on vous promet qu'on n'a pas choisi entre nous, donc on va en débattre ensemble. Ces 3 films, je vous les donne quand même. C'est Salut les uns de Paul Nouet, Gamma de Kaori Oda et Norwegian Offspring de Marlène Emily Lyngstad. Ces 3 films qui sont très différents en plus. Et c'est ceux vers lesquels on est le plus revenu en fait dans nos conversations. Et on peut peut-être commencer par Salut les uns, qui était le tout premier qu'on a vu de la compétition. Et ça, c'est un signe auquel personnellement moi je prête attention. Quand on est en festival, on enchaîne énormément de films, et donc on a cette expression, au bout d'un moment on dit qu'il y a des films qui restent, et celui-là il reste vraiment. On en a vu 21 depuis, et moi j'en garde un souvenir très frais. Et ça, c'est un super bon signe de voir qu'un film arrive quand même vraiment à s'implanter dans notre imaginaire, alors que voilà, on en voit beaucoup. C'est une histoire de jeunesse bordelaise qui fait du skate, et il y a plusieurs temporalités. Et d'ailleurs, on n'était pas trop sûr de si en fait les personnages enfants étaient ensuite les mêmes qu'on retrouvait à l'âge adulte, ou si c'était plutôt des récits parallèles. Et moi, j'ai bien aimé cette ambiguïté. En fait, je préfère un peu comme ce que tu disais sur les personnages. Moi, parfois, j'aime bien pas trop comprendre ou qu'on m'explique pas tout. Et là, je trouvais que, moi, ça a été un énorme coup de cœur ce film, parce que je l'ai trouvé extrêmement poétique, très sincère. J'avais le sourire pendant tout le long de la projection, parce que il y a un côté très drôle sur les confessions que se font les gamins sur leur première découverte sexuelle, et sur leur rapport aux filles, et sur leurs ambitions pour le futur. Et en même temps, il y a eu des moments où j'ai été vraiment quasiment émue aux larmes par justement ces personnages, et notamment les personnages d'adultes, qui ont l'air de pas vraiment être plus avancés que ceux qui étaient gamins. Ils savent toujours pas trop où aller dans leur vie. Ils savent même pas s'ils ont une copine ou pas. Il y en a une qui lui demande s'il a une copine, il répond un peu. Voilà, et ça, moi, j'ai trouvé ça super touchant, cette manière de capter le fait qu'on est parfois bien paumé à un âge aussi un peu plus avancé. Et puis c'est un film qui parle d'amitié aussi, de manière très belle. Enfin, je crois que ça t'a beaucoup touché aussi. Ça, et le fait de voir des enfants. Moi, j'aime beaucoup les films d'enfants, où il se passe des choses, et je dirais même que les enfants ont l'air un peu plus avancés que les adultes dans ce film-là, plus de projets, de voir aussi le caractère de ces humains qui vont grandir et devenir a priori quelque chose. J'ai aussi, moi, les uns, c'est vrai que il y a quelque chose de l'ordre de l'enchantement avec ce film pour moi, où parfois il y a même des plans dont on ne comprend pas la longueur. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est là, et je ne sais pas, moi, ça a touché toutes mes cordes. Et
Je trouve que tous les personnages, alors les enfants sont géniaux, les sujets qu'ils abordent entre eux, ce rapport aux filles, ce même procédé dont on parlait tout à l'heure, à pas trop savoir, alors c'est eux grands, pas grands, on sait pas trop, puis on s'en fiche. Je trouve que c'est quand même une gymnastique pas évidente, et que réussir ça, plus le côté poétique, il y a quelque chose pour moi c'est une prouesse. Et l'humour aussi, Oui. avec encore une fois un truc un peu slapstick quand il laisse tomber son téléphone portable. Enfin, ça Et mêle c'est quand très même drôle. beaucoup de choses. Et c'est réussi sur tous les plans. Le montage est très bien aussi. Enfin, ouais, moi j'ai été hyper charmée par ce film. C'est vraiment, ouais, comme tu dis, un enchantement. Et surtout, pour revenir aux critères, on les distille au fur et à mesure de la conversation, quels seraient les films qu'on a envie de voir en long? Et typiquement, Les Uns, j'adorerais le voir en long, vraiment. Ou t'as l'impression que t'en as pas eu assez. Quoi. Ah oui, T'en non, pas redemandes. assez. Ouais, Ouais, je moi, veux suis savoir ce qui se complètement passe, d'accord. je veux les suivre, quoi. Ouais. Ludovic. Ouais, il y a un truc que je trouve hyper beau dans le film, effectivement, l'idée géniale, c'est de savoir est-ce qu'en fait c'est un changement temporel ou un changement de point de vue. On ne saura jamais, même si. Enfin, bref, vaut mieux pas savoir, je pense que c'est intéressant. Et surtout, le rapport à l'espace, la cartographie de cet environnement bordelais où en fait on va avoir différents rites qu'on va faire dans des endroits et comment après on repasse plus tard dans ce même endroit. Et je trouve qu'il y a un enchaînement, un moment de scène où il repasse au parc. Moi, un truc qui m'a bouleversé, c'est quand il repasse devant cette sorte d'angle où il faisait des figures de skate et il se dit bah c'est là qu'on faisait ça. Et elle comprend pas, elle lui dit ah bon, vous fonciez contre un mur. Et évidemment, on ne sait pas là pour le coup s'il y a eu un énorme flash forward, si on a changé de temporalité ou si en fait il repense à son enfance. En fait, qu'importe, l'effet est le même, c'est de revoir un lieu totalement banal pour tout le monde, mais lui qui avait plus d'expérience. Et il y a quand même le film est hyper malin parce que ça commence sur un teen movie, on va dire assez calibré. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'il va vraiment rester où il est. Et d'un coup, il y a quand même le film prend énormément d'ampleur là-dessus. Et effectivement, il y a un geste de cinéma qui est hyper fort et un ton. On a envie de voir son prochain film, son potentiel long métrage. Donc ouais, je vous rejoins. T'as des limites. Je suis plus, voilà, j'ai des petites nuances. Moi, ce qui m'embête un peu plus, c'est les scènes de pure vie, hein, de la soirée. Je trouve qu'il est très fort pour filmer les enfants. Je trouve un tout petit peu plus maladroit des moments sur les jeunes adultes. Et notamment des scènes comme ça de vie qui devraient être vraiment habitées par une incarnation immense, ne l'est pas selon moi. C'est-à-dire que je vois un peu la soirée, je trouve que je n'y crois pas à cette soirée. C'est ma limite là-dessus qui est pas énorme, hein, mais voilà, c'est juste les scènes comme ça de vie qui devraient être purement impressionnistes, comme il le fait très bien sur les enfants. Je le trouve un tout petit peu moins à l'aise là-dessus. Ouais, moi c'était plus sur le visuel où parfois j'avais l'impression que c'était un film vraiment un peu bricolé, mais pour moi tout ça et les maladresses dont tu parles aussi, ça a contribué au charme du film, parce que je trouve que ouais, c'est quand même fort d'arriver à mêler tout ça, tous ces tons, tous ces styles, ces temporalités, ces personnages, et en plus avec des personnages qui sont quand même auxquels on accorde beaucoup d'attention, même quand c'est pas forcément eux les personnages centraux, mais moi, savoir que juste cette scène au parc avec la petite fille qui dit où elle veut aller vivre à l'étranger quand elle sera grande et qu'elle a plein de rêves et d'ambitions, et ça m'a trop touchée. Et c'est juste une conversation, et lui, il parle du fait qu'il a envie de faire des films. Mais je trouve que c'est très fort, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, d'arriver très vite à rentrer dans la psychologie d'un personnage qu'on va pas revoir en plus après. Et on a ce personnage de jeune femme adulte qui, elle aussi, a un monologue qui est assez touchant, que je trouve plus écrit aussi. C'est sûr qu'il n'y a pas la spontanéité qu'il y a avec les enfants, mais ça me parle beaucoup parce que c'est un personnage secondaire. C'est quand même plus un film qui est sur les mecs de ce groupe. Mais en fait, elle, justement, elle a un moment où elle nous rappelle qu'il n'y a pas que, et que justement, elle aimerait bien que son rôle ne soit pas que de graviter autour, qu'elle a eu énormément de déceptions dans la relation qu'ils ont eue ensemble. Et il y a le personnage aussi du pote à la soirée, qui lui explique que justement en fait il s'en fout de tout, qu'il n'a pas l'envie d'avoir envie, et qu'en fait tout le monde trouve que c'est cool qu'il soit blasé et qu'il trompe sa copine et qu'il n'ait aucune ambition dans ses études, etc. Et alors que lui, on sent qu'il est profondément triste de ça, de ne pas arriver à se motiver et à avoir une existence aussi exaltante que celle dont ils ont rêvé, en tout cas dont les gamins rêvaient au début du film. Et donc tout ça, moi j'ai trouvé ça très beau, enfin très mélancolique, quand il jette le chevreuil par-dessus le pont, et voilà, c'est un peu
ça fait un peu bricoler, mais en même temps, ça fonctionne tellement bien avec l'esprit aussi, l'esprit skate et le côté débrouille et le côté improvisation, en fait, que je sais pas, moi, tout ça, ça fonctionne et ça crée un tout assez magnifique. Je pense que le fait que le film soit bricolé accentue encore plus notre surprise. Quand il commence à prendre un coup cette ampleur-là, on s'y attendait pas. Ouais. On s'attendait vraiment à un teen movie comme ça, un peu bricolé, qui reste sur une temporalité. Donc non, moi, ce côté bricolé, je trouve qu'il permet justement d'être presque sidéré par d'un coup quand le film prend cette ampleur romanesque-là, on est vraiment hyper impressionné, quoi. Dans ce film, on sent la sensibilité aussi de Paul Nouet. C'est-à-dire que, bon, en regardant le film, on ne sait pas que c'est l'un des personnages adultes après, mais en fait, c'est une évidence après, quand on s'en rend compte. Dans les films, je trouve aussi qu'il y a un truc intéressant d'avoir la sensation de rencontrer un peu la personne qui le fabrique, de comprendre ce qu'il ou elle veut nous raconter. Parfois, on a notre propre interprétation, la plupart du temps, mais de sentir la sensibilité de la personne derrière la caméra, je trouve que ça a été le cas avec ce film. Et c'est quelque chose qui me touche parce que c'est, comment dire, c'est de la générosité pour moi. Et c'est important d'être généreux au cinéma parce que le public qui va dans la salle donne de son temps. Parfois, on passe 3 heures dans une salle. C'est dur à caler un film au cinéma. On doit faire regarder des enfants, je sais pas. Enfin, c'est des détails très, très peu sexy et techniques que je donne, mais il y a des films que parfois on n'arrive pas à les voir parce que c'est compliqué à caler. Et du coup, je trouve que quand on arrive à faire ça, d'avoir un cinéaste ou une cinéaste en face qui donne de soi comme ça et qui nous le fait sentir, c'est d'autant plus agréable. Donc Paul Nouet, j'espère vraiment, s'il entend ce qu'on dit, Si tu nous regardes. voilà, il faut faire un long Et en métrage, freestyle, quelque part. s'il vous plaît. Voilà. Ouais, non, moi je suis complètement d'accord avec toi. En fait, j'ai envie de voir l'univers de ce cinéaste se déployer. Parce que là, ouais, j'ai été super touchée et c'était un super moyen de démarrer la compétition par quelque chose de très plaisant et en même temps dont on a reparlé vraiment. En fait, c'était un peu le maître étalon, c'est-à-dire que tous les jours on voyait d'autres films et on disait ouais, mais il y avait Salut les uns aussi. Et on comparait un peu tous les films à celui-là et ça, c'est quand même un très grand compliment. Généralement, ça en dit long sur l'impact qu'un film a eu pour nous. Après, voilà, toi, tu avais des réserves sur celui-là. Moi, il y en a un autre parmi les 3 sur lesquels j'avais le plus de réserves, c'est Norwegian Offspring. Et je vais vous laisser en dire tout le bien que vous en pensez et je vous rejoins sur plein de choses. Mais moi, j'avoue que ma première réaction en sortant de ce film, qui donc parle d'un incel, mais d'un âge bien avancé. On imagine souvent les incels qui ont la vingtaine ou la trentaine. Là, c'est pas son cas. C'est un personnage qui est repoussant, vraiment moralement repoussant. Et donc moi, c'était dur en fait. J'avais pas envie de passer du temps avec lui du tout. Et vous avez parlé tous les deux en sortant de la projection de Lars von Trier, et forcément on y pense aussi parce que c'est quand même quelque chose de nous forcer à passer du temps avec un personnage aussi déplaisant. Et donc ma première réaction a été une réaction plutôt de rejet. Mais j'avoue que comme avec Lars von Trier ou d'autres genre Aronofsky, je suis obligée de respecter les cinéastes qui me provoquent des réactions aussi viscérales chez moi, même quand c'est un rejet viscéral. Et donc là, en fait, en y réfléchissant de plus en plus, je me disais, mais c'est vrai que c'est fort quand même, parce qu'il y a des moments, avec juste une réplique ou un regard, qui m'ont donné des frissons d'angoisse absolue. Et donc ça, c'est quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent derrière. Je sais pas qui veut partir sur Norwegian Offspring. Ouais, Norwegian Offspring de Marlène Emily Linkstein. J'aurais dit peut-être juste le nom, je sais pas si on l'avait précisé. Ouais, effectivement, c'est un film qui gratte, qui va là où ça fait mal quand même, où on n'a pas trop envie d'aller. Donc effectivement, un film un peu repoussoir, mais en fait non, parce que même en fait Lars von Trier, oui et non, parce que je pense qu'il y a vraiment c'est vraiment là un regard de cinéaste où elle est toujours en empathie avec lui, et en même temps hyper critique. Elle a trouvé cette justesse-là. Moi, c'est un film à chaque fois je répétais vraiment sur le papier. Il y a des scènes qui sont infaisables, je veux dire, qui sont tellement casse-gueule quand il va rencontrer cette fille avec qui il va faire l'insémination naturelle. Mais c'est une scène tellement casse-gueule et elle arrive à chaque fois à être avec ses personnages, pas trop, pas complaisant. Et voilà, ce sujet, il est dingue. Je trouve que c'est un des plus beaux films, moi je trouve, enfin, le plus abouti formellement. Je trouve qu'elle a vraiment inventé, elle a son langage. Il y a des scènes magnifiques, mais dans un film qui devrait pas l'être. C'est-à-dire qu'il y a une scène quand même on est avec ce rideau qui sépare 2 personnes. Juste avant, il y avait quand même un plan que je trouve pareil magnifique d'une femme qui fait
comment dire, qui performe à l'oral pour faire la voix d'une poupée, comme on pourrait dire. Et on voit aussi sa solitude à elle, juste le temps d'un plan, mais c'est tellement évocateur. Et on a cette scène de rideau que je trouve à la fois entre le film d'horreur et en même temps un plan comme ça où on est presque sur quelque chose de hyper sensible et presque... Enfin voilà, je trouve le film toujours au milieu entre les deux. Que la fin c'est glaçant, moi j'ai l'impression qu'à la fin, en fait, on me raconte pareil la généalogie du mal et qu'en fait, la prochaine fille qu'il va rencontrer, il va la tuer. Moi c'était mon impression, mais je trouve qu'il y a vraiment... Voilà, mais je le vois comme ça. Et quand même... moi je le vois comme ça. Mais ensuite, dernière torsion quand même du film, on voit cet homme à la fin, on revient dans le réel. Oui, alors là on a besoin de vos théories du complot sur que signifie cette dernière séquence du mec sous la douche. Parce qu'il raconte qu'il n'a pas pu faire le film. Donc voilà, moi... Parce que, il y a un truc qu'on n'a pas précisé, désolé je te coupe, mais en fait dans l'exercice du jury aussi, on a choisi d'assister à aucun Q&A. Donc en fait, vous avez beaucoup plus de contexte sur les films parce que vous avez parlé au cinéaste. Oui, mais je le dis pour tous les trucs, parce que nous, du coup, il y a des questions qu'on se pose sur certains films, et on n'a pas eu la réponse, alors que peut-être elle a été donnée à un moment. Donc là, oui, en l'occurrence, on ne sait pas, il va falloir l'appeler, mais... Mais c'est le vrai quoi? C'est un homme qui a inspiré le film? Oui, normalement c'est le vrai. Je n'ai pas des infos, mais je sais que c'est moi. Non, alors normalement c'est le vrai, et il le dit, et il le dit d'ailleurs, parce qu'il dit que le film est inspiré de sa vie, mais qu'il ne se retrouve pas totalement, il pense que le personnage finalement fictionnel, il ne correspond pas vraiment à lui, mais quand même un peu, oui, enfin par rapport aux théories, il dit, les théories c'est mes théories, la pensée c'est ma pensée, mais caractéralement il est trop faible, et il est, voilà. Donc, mais je pense que c'était une obligation de la réalisatrice au moment où il a voulu s'inspirer de la vie de cet homme, d'ajouter dans le film ce vidéo-message. Alors moi je pense aussi que, et d'ailleurs ça a été très intelligent, c'était très intelligent de le mettre à la fin plutôt qu'au début. C'est beaucoup plus trouble. Non, on parle du plan. Bien sûr qu'on peut toujours s'interroger si c'est vraiment le vrai ou pas. Et cette question restera là, mais moi je suis assez sûr qu'il s'agit du vrai. Moi ça m'a dérouté à mort. Cette scène, parce que je me suis dit, merci Julio, et je me suis dit, mais si c'est vraiment cet homme, en plus on arrive à la fin du film, quoi, c'est après le générique. Et puis il faut le digérer, parce que c'est un film qui est déjà un peu, qui se pose là, quoi, et là, tu as la scène du mec sous la douche, et tu te dis d'accord. Et en plus, donc il est norvégien, je pense, parce que le film est danois. Donc ok, tu te mets à visage découvert, ça veut dire que quand tu rentres en Norvège, tu vas en tôle, quoi. Parce qu'apparemment, tout ce que tu fais dans le film, si c'est vraiment toi, t'as pas le droit de... Moi, ça m'a vraiment dérouté, cette histoire-là. Je pense que... Non, mais d'aller payer pour du sexe, apparemment, c'est répréhensible par la loi en Norvège. Même mais en rentrant chez toi, si c'est vraiment le cas ou si c'est lui, comme quand il parle du porno, en fait, où il a l'air d'avoir un système de pensée, vraiment. Mais c'est pas pour ça que ce qu'il dit est vrai. On sait pas. Moi, je pense qu'importe en fait que ce soit le vrai ou pas, c'est juste nous rappeler que voilà, c'est pas qu'un personnage de fiction et que ça existe en fait ça, et que là où tu vois quand tu sors d'un film de Lars von Trier, le dernier, cette personne-là, c'est de la mythologie. C'est pas un vrai personnage. Là, on sort du film en disant bon bah ça existe. Vraiment. C'est là. Et film quand même hyper courageux. Moi, je pense quand même parmi les critères, la question de sonder le contemporain, d'aller quand même là où ça fait un peu peur d'aller. Et je trouve que quand même ça fait partie moi des arguments qui vont vraiment au sens du film, au-delà de toutes ces qualités formelles. C'est vraiment de quand même sonder le contemporain dans ces trucs les plus pas beaux à voir, quoi. Et tout en gardant une distance de cinéaste, vraiment il y a une douceur quand même dans le film qui est du coup ultra perturbante, mais pudeur, quand même sur un sujet qui est vraiment repoussant. Et pour moi, le moment le plus glaçant, c'est à la fin, c'est un plan très large où on le voit de loin, on le voit quasiment pas, et il est en train de se filmer et il dit si vous voulez faire un enfant, contactez-moi. Mais ça m'a détruit en fait ce moment. Enfin, j'ai trouvé ça
horrible. Et en même temps, le choix de mise en scène à ce moment-là, justement, il est très... c'est pas agressif du tout. Donc ouais, t'as raison, il y a une douceur, ou en tout cas une certaine pudeur qui fait que c'est tolérable aussi de regarder le film. Parce que sinon, ça pourrait très vite devenir caricatural ou trop violent à voir. Mais c'est là où je trouve qu'elle est vraiment très forte. Parce que on a de l'empathie. C'est pas un film où on se dit oh, c'est un fou. Ça vient des moments comme ça, comme pour nous rappeler. Donc on a de l'empathie pour lui. On se dit ah quand même, il veut juste avoir des enfants. Il n'est pas aimé, il n'a pas été aimé par sa mère. C'est juste quelqu'un qui veut être aimé. Et comme on est dans une époque où il y a un sentiment grandissant de solitude, malgré les moyens de communication, c'est exacerbé. Les gens se sentent de plus en plus seuls et moi j'ai aimé que ça parle de ça, ce film. Donc il y a beaucoup d'empathie et à côté de ça, paf, tout à coup on se retrouve complètement à l'extérieur de son monde en disant mais de quoi il parle, comme les personnages qu'il fréquente, comme la prostituée, comme la femme avec qui il veut faire une insémination naturelle. Et à côté il y a cette scène, moi la scène qui m'a bouleversée, c'est avec son voisin. Quand ils lui disent que vous pouvez baisser la scène porno, ça me dérange pour dormir. Et il se retrouve, donc déjà il a un voisin, ce personnage est absolument génial. Ils finissent par aller en bas de l'immeuble et ils cassent tout. Et il finit par lui dire, bah ouais, moi en gros c'est la société qui m'a mis dans cette situation, c'est parti d'un petit rien et puis finalement voilà. Et lui il lui dit ouais mais moi aussi voilà il y a eu ça, ça. Et puis il casse tout et dit mais je veux juste avoir des enfants. Et pour moi, juste d'écrire cette phrase et de la mettre en scène comme ça, c'est comme une espèce de cri, ce cri de solitude de tellement de gens. J'ai trouvé sa façon d'écrire un personnage très border, comme dit Ludo, je pense que la prochaine étape, c'est qu'il tue une femme. Ça m'étonnerait pas, en tout cas. Cette colère, elle est là. Enfin, je veux dire, cette misogynie, cette colère, elle est et là. elle fait peur. Il y a un côté assez glaçant chez cet homme. Et de l'autre côté, il y a on a presque envie par moment de lui dire mais t'inquiète pas, tu vas trouver quelqu'un, ça va aller. Ah ouais, moi pas du tout. Hein. Vraiment, moi, j'ai envie de dire inquiétez-vous, surtout si vous le croisez. Mais non, mais t'as raison. Enfin, en fait, c'est surprenant cette scène-là. Enfin, à la rigueur, la scène un peu de catharsis, bon, c'est un truc qui est assez courant, mais effectivement, qui se met à crier tout ce que je veux, c'est avoir des enfants. C'est très surprenant à ce moment-là. C'est déstabilisant pour le spectateur et c'est très réussi. Moi, mes limites, c'est et peut-être que ça vient de la personne qui a inspiré le film, mais toute l'histoire avec sa mère, en fait, j'ai trouvé ça un peu psychologisant. Et je pense qu'on n'avait pas forcément besoin. Et je trouve aussi que toute la séquence d'ouverture, avec cette caméra subjective qui en fait en est pas une et on comprend pas très bien, en fait on comprend pas immédiatement quel est le sujet du film, puisque lui il arrive après cette longue intro. Pour moi ce moment-là fonctionnait pas. C'est une fioriture en fait. Ouais, c'est ça. Et donc moi c'est un peu ma limite sur ce film-là, mais je reconnais qu'il est assez impressionnant, quoi. Surtout que j'ai cru comprendre que la cinéaste c'était un film d'école. C'est un film d'école, il me semble. Oui, Donc c'est assez fou. C'est un film de diplôme, ouais. Ouais, c'est fou en fait, autant de maîtrise et d'audace sur un tel sujet, de finesse d'écriture, voilà, pour un film de quelqu'un qui démarre à peine. Et donc pareil, comme on le disait sur Salut les uns, on a envie de voir ce que cette personne va faire après. Est-ce qu'il est temps de passer à Gamma ou on est... De toute façon, on va peut-être faire... Voilà, il faut qu'on accélère un peu. Il est temps de passer à Gamma. Ouais. Donc, Gamma de Kaori Oda, qui, là, est un film documentaire, qui est très surprenant aussi. Et j'avoue que moi, c'est un de ceux qui me reste le plus... à la fois sur l'écriture, sur le visuel et sur le propos. En fait, ça m'a tout de suite fait penser à d'autres films que j'ai vus récemment qui parlent de conflits, et notamment La Zone d'intérêt, qui a été un énorme, un des gros événements cinématographiques récents. Je trouve ça fascinant de voir qu'il y a de plus en plus de films qui s'emparent de la question de la guerre et du conflit et du génocide par le biais de ce qu'on ne peut surtout pas montrer, et qui essaye de raconter différemment des choses qui sont indicibles quasiment, qui sont très difficiles à imaginer,
Et donc là, en fait, c'est un film qui est juste focalisé sur cet homme qui nous fait visiter les grottes dans lesquelles plein de gens se sont réfugiés pendant la guerre et plein de gens sont morts de faim, notamment. Et en fait, on l'écoute, on le regarde aussi, puisqu'il nous montre ce que ça faisait d'être dans le noir total dans ces grottes. Et on visualise, en fait, on imagine tellement de choses en regardant ce film, que ça montre que justement, il n'y a pas besoin d'être graphique, il n'y a pas forcément besoin de faire une reconstitution historique ou de faire de la fiction pour raconter une histoire qui est complètement folle et qui n'était peut-être pas connue forcément de tous. Et on a un personnage de fantôme aussi, comme dans un autre film qu'on a vu. Moi, je trouve que c'est assez vertigineux, en fait, d'arriver à évoquer autant de choses avec si peu, c'est-à-dire des plans fixes dans une grotte. Je trouve ça vraiment très, très, très puissant et je pense que on va passer peut-être à la partie débat un peu plus, mais des trois là qu'on vient de mentionner, c'est le plus abouti sur tous les points, c'est-à-dire que je lui trouve pas de défaut. Alors que les deux autres, j'ai des petits... Voilà, c'est pas grand-chose parce que les trois sont géniaux, mais celui-là, vraiment, je me dis, je le trouve implacable, vraiment. Qui va y aller? Non, juste quand même, c'est hyper impressionnant effectivement là-dessus. Qui parle un film de parole, comment la parole fait mémoire, et en même temps qui passe par vraiment des idées de cinéma, le fantôme. Moi, j'adore cette scène de... Parce que, comment traiter de l'horreur? Moi, je me méfie de l'immersion, de se mettre à la place des gens qui ont vécu ça. Et là, le film le fait quand même, et par un truc génial, c'est d'un coup, il éteint la lumière. Ça dure 5 secondes. Bon, bah, ça sera le principe d'immersion du film. Et en fait, on n'a pas besoin de plus. Et c'est ultra abstrait, et en même temps, c'est hyper clair. On ressent un peu ça. Et du coup, je trouve que le film, effectivement, il est à la fois dans un truc d'éthique, de qu'est-ce que je peux montrer, qu'est-ce que je peux pas montrer. Jamais du tout tape à l'œil ou des choses comme ça. Le film est hyper malin parce qu'il c'est surtout par du cinéma, quand même, avant tout. La fin, quand même, très très belle, vraiment silencieuse. On a quand même eu un film extrêmement bavard. Voilà, on sort du film par ça. Bien dire que la guerre est encore là, par la présence des avions. Enfin, je veux dire, une autre forme de guerre, mais toujours, il y aura toujours ça. Le film se remet en question à chaque fois sur son langage et trouve énormément de solutions pour raconter une question compliquée à mettre en scène, qui est la question de l'horreur, qui est une question indicible, effectivement. Donc voilà, effectivement, je te rejoins quand même. Peut-être le film le plus impressionnant, peut-être aussi un film qu'on a envie de porter parce que peut-être qu'il n'a pas forcément été reçu. Alors le but c'est pas d'être en contre-réaction des gens, mais peut-être que c'est un film qui a besoin de notre support en tant que critique, je sais pas, je m'interroge. Bah, en tout cas, on pourrait penser, en essayant de le décrire, que c'est un film qui va être hermétique parce que c'est juste de la parole, des plans fixes. Mais moi, je trouve pas du tout, en fait. Je trouve que il y a de la pédagogie, il y a de l'histoire, mais il y a aussi vraiment beaucoup d'émotions et de poésie et d'horreur. Que visuellement, en fait, enfin, moi, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué aussi. Et il y a toutes les scènes dans la grotte, mais il y a aussi la scène sur la plage, il y a le travail sur le son, où quand elle tape les galets entre eux. Enfin, je trouve que c'est faire énormément avec pas grand-chose, et c'est un des critères dont tu parlais aussi, c'est avec voilà, une économie de moyens, et en s'astreignant à pas raconter quelque chose de manière putassière ou aller dans l'exploitation, dans le sensationnalisme. Bah, en fait, on a tout ce qu'il nous faut, et ça déploie un imaginaire. Et moi, je trouve ça vraiment très impressionnant. Et il y a, après, est-ce que c'est propre à l'âme japonaise? Je ne sais pas. Mais cette sobriété, c'est-à-dire que nous, on y est allés, je pense qu'on ne savait pas à quoi s'attendre, puisqu'on n'a pas de trailer, il n'y a rien. Et de voir cet homme qui parle, il parle quand même beaucoup et très vite. C'est-à-dire qu'il faut vraiment suivre. Et à un moment du film, je me suis dit, mais est-ce que ça va être ça tout le long? Et on s'arrête jamais. Enfin, par moments, je perds le fil parce que ça va très vite, mais surtout parce que je suis en train d'imaginer pendant qu'il raconte tout ça, avec toujours ces traits monocordes, quoi. Il n'y a pas de diffusion, il y a pas, elle n'essaye pas de nous tirer la larme, et pourtant, moi, les larmes sont montées parce que Asato, et je parle pas du fantôme qui est dans la grotte, je parle de celle qui a dans ma tête. Elle est là, son bébé est là. Je la vois très bien mettre sa main sous le nez à comprendre que son bébé est décédé. Et toutes ces choses, je suis admirative de la façon dont, avec un procédé aussi sobre, elle arrive à faire passer autant de choses. Et
Et c'est un peu comme si, comment dire, c'est un peu comme une petite pierre précieuse. On se dit, on va pas trop respirer, on va attendre jusqu'à la fin qu'il termine de raconter son histoire. Et puis, tac, et maintenant faisons l'expérience de l'obscurité. Là, il y a quelque chose de si solennel qui s'installe. Et c'est quand même pour parler d'une histoire que je crois aucun de nous trois ne connaissait. On sait qu'il y a eu la guerre au Japon, on sait qu'il y a eu les Américains, etc. Mais pour moi, Okinawa, comme ce que je vous disais en dînant après, pour moi, Okinawa, c'est le Saint-Tropez japonais, c'est les plages turquoises, enfin, l'eau turquoise. C'est absolument pas une histoire de guerre et de grotte. Et donc, de choisir de parler d'un sujet pareil avec quelqu'un d'extrêmement volubile, de très rapide, pour raconter un silence, en fait, quelque chose qui a été silencieux pendant des décennies, et elle choisit d'en parler comme ça. Je trouve le contraste fascinant. Et puis on le sent ému, en plus, le conteur à certains moments, et ça vient casser justement le côté un peu trop monocorde qui pourrait faire peur, parce qu'en fait, on sent son émotion, et d'ailleurs, il y a ce moment qu'on peut louper au générique si on ne reste pas jusqu'au bout, mais ça prouve qu'il faut toujours rester jusqu'à la fin du générique. C'est qu'il y a écrit qu'à un moment, il a fait une erreur, il s'est trompé dans la date, mais qu'ils ont choisi, vu les conditions de tournage, de garder ce moment tel quel, plutôt que de lui refaire faire une prise. Et ça dit tout ce qu'on doit savoir sur le dispositif, qui est extrêmement respectueux. Et donc là, on a choisi de laisser une imperfection, parce qu'en fait, on voit que c'est dur pour lui de raconter cette histoire, que c'est émouvant pour lui, et donc forcément, ça nous émeut aussi énormément. Et moi, ce qui m'a aussi ému quasiment aux larmes, c'était un moment où il dit que en fait, c'est extrêmement courageux de parler, justement. Et que la vie de milliers de Japonais a été sauvée parce qu'il y en a 2-3 qui sont sortis de la grotte et qui sont allés parler aux soldats. Et il dit, la guerre, en fait, elle vient de ceux qui sont lâches, les dirigeants, qui sont tellement lâches qu'au lieu de communiquer, ils prennent les armes. Et en fait, la parole, c'est ce qu'il y a de plus courageux et de plus puissant, et ça sauve des vies. Et moi, j'ai trouvé ça très beau, la manière dont cette idée est exécutée dans la forme du film. Voilà, encore une fois, avec assez peu de moyens, ça m'a un peu renversée. Et l'impact, parce que c'est quand même un sujet ultra contemporain. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui se passe, de l'horreur qui se passe? Est-ce que du coup parler, parce qu'ils comparent les deux grottes, il y en a une où ils n'ont pas parlé, il y en a 83 qui sont morts dans l'instant, et puis dans l'autre grotte où ils ont parlé, ils sont restés vivants. Ça paraît simple, mais voilà. Donc, une fois de plus, je pense que ça peut être un film à impact. Et la surprise que crée ce film, pour moi, en tout cas, sur papier, j'aurais pas parié dessus, quoi. Et pourtant, voilà, la magie opère à l'écran. C'est dommage que la réalisatrice ne soit pas là. Il faut trancher. Que fait-il ? Alors déjà, j'ai l'impression que parmi les trois, peut-être qu'on a relevé plus de maladresse sur Salut les uns. Moi, c'est vraiment, je l'adore, ce film. J'aurais totalement pu lui décerner le prix. Vraiment, j'ai énormément d'affection pour ce film, mais j'ai l'impression qu'on arrive moins à être 100% unanime dessus. Donc peut-être qu'on peut se concentrer sur les deux autres, qui sont Norwegian Offspring et Gamma. Avec un pincement quand même. Ouais, vraiment. Moi, il n'a pas de maladresse. Ça me fait un peu mal au cœur. Ouais. Il y a toujours un pincement. Moi, je pense clairement que dans la manière dont on en parle, j'ai l'impression que Gamma est celui vraiment sur lequel on s'accorde le plus. On lui trouve pas de défaut. Moi, je trouve qu'il y a le film, mais il y a aussi la portée du film et aussi dans quoi il s'inscrit. Tu parlais justement de parler de contemporain. Et je trouve que justement, ce propos qui est en train de... Enfin, bon, il n'est pas nouveau, hein, mais là, il se passe quelque chose sur la manière dont on raconte le conflit au cinéma. Et je trouve que ce film s'inscrit vraiment là-dedans. Donc je le trouve très fort symboliquement aussi. Et si je devais rajouter un critère, moi personnellement, j'adore revoir les films ad nauseam. Et s'il y en a un que je devais choisir de revoir entre les deux, parce que sinon, Salut les uns, je pense que je le reverrai aussi avec plaisir. Mais Gamma, je pense que c'est vraiment, s'il passe en salle à côté de chez moi, j'irai le voir. Alors que Norwegian Offspring, je pense qu'une fois, ça m'a suffi. Pas parce que voilà, j'aime pas le film, mais vraiment parce que c'est un film qui peut être repoussant à plein d'endroits. Et je trouve aussi que voilà, il est un peu imparfait sur
sur son ouverture. Mais c'est vraiment pas facile, hein, parce qu'il y a aussi le fait que c'est un jeune talent, donc ça peut être, c'est quand même un prix qui peut, tu vois. Je sais pas. Alors, je sais pas. Non. En tout cas, les deux sont des, je pense, en tout cas jeunes, vraiment très très jeunes. Ouais. Enfin, en tout cas, jeunes cinéastes. Quand on dit jeunes cinéastes, c'est qui n'ont pas fait énormément de films avant. Donc là, là-dessus, on a égalité. Il y a les questions du documentaire, de la fiction. Moi, je trouve qu'effectivement, les deux sont ultra contemporains. Là-dessus, là, c'est vraiment un truc de. Je pense qu'on est globalement plus d'accord à 100% sur Gamma. Et je pense que d'un point de vue diplomatique, ça me paraît plus juste. Qu'est-ce qui vous déchire le plus le cœur, en fait? C'est ça le truc, c'est qu'à la fin, moi je sais que j'aurais un gros pincement au cœur si Gamma repart sans rien, parce que je trouve qu'il a eu un impact énorme. Mais les trois, pour moi, sont excellents. Donc voilà, et bon, on est trois, donc on peut aussi voter, mais je sais pas. Mais j'espère que deux des trois films vont avoir quelque chose pareil. Comment? J'ai peur qu'on se fasse engueuler sur Exactement. Elle veut qu'on récompense tous les films, c'est ça? Alors en tout cas, au syndicat de la critique, vraiment les ex-échos et les mentions sont mal vus, voilà. Parce que voilà, on nous dit d'être, c'est notre rôle de dire, bah non justement, évidemment il y en a plein qu'on a aimé et en plus on a dû se restreindre aussi parce que vous voyez qu'on parle beaucoup, mais on pouvait aussi parler des autres. Enfin vraiment, si on avait eu 5 heures, on l'aurait fait sans problème. Il y a des choses à dire sur chaque film. Voilà, mais on est obligé de trancher. Et moi je trouve que l'exercice critique il est plus fort quand on dit bah c'est ce film-là. Mais ça crée toujours un déchirement quand il faut choisir, c'est sûr. Là, on voit que on va mettre un prix, mais qu'en fait derrière c'est hyper nuancé, puisqu'on voit bien que c'est pas si simple pour nous de remettre un prix et de mettre d'accord. Donc je pense que voilà, il faut avoir la radicalité entre guillemets, de dire voilà, on tranche sur un. Ouais. Je pense. Moi je pense que pour être bien en moi-même, je vais partir sur le côté émotion. Parce que pour moi, ces trois films sont vraiment super. Mais c'est vrai qu'à Gamma, ça a touché quelque chose dans les tripes, où vraiment, c'est pourtant une histoire avec laquelle j'ai aucun affect a priori, et que ça parvienne à me faire vraiment réagir comme ça, je pense que ça veut dire quelque chose. Ouais. C'est aussi un film moi, que j'ai envie de recommander. Et je trouve que mettre un film dans un palmarès, c'est aussi ça, c'est inciter des gens à aller le trouver. Et celui-là, clairement, voilà, je sais que je me vois le recommander à plein de monde parce que je pense qu'il mérite d'être découvert. Et donc, c'est un critère important aussi. Voilà. Est-ce que, si on part sur Gamma, est-ce que vous aurez un terrible regret pour Norwegian Offspring Pas forcément, mais je veux dire, c'est évidemment qu'il y aura qu'on sera un peu triste. Mais... Bon, sinon, vous décidez à notre place. Voilà. Et comme ça. Levé. Aucun. Alors ça, c'est très radical. Non, bah écoutez, alors je pense que, enfin, sauf si. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'on a trouvé le prix de la critique de cette année qui sera. Voilà, c'est ça, le prix de la paix aussi. Voilà, la paix par la parole. Exactement. On y retourne, voilà. Exactement, voilà, une belle mise en abîme. Et donc, bah, le prix sera décerné tout à l'heure à Gamma. Gamma de Kaori Oda. Merci beaucoup de nous avoir écoutés bavarder. Merci beaucoup d'être venu. C'était cool. Et évidemment, venez nous voir si vous n'êtes pas d'accord. Et voilà. Non.